Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce Tech Live. On va patienter quelques minutes, le temps que tout le monde puisse se connecter, puis je commencerai ensuite dans la foulée à vous présenter cette première partie sur l'éco-conception. On va attendre 1 ou 2 minutes et puis après on pourra se lancer pour cette petite présentation dans le monde de l'éco-conception du numérique. Alors, donc bienvenue à toutes et à tous à ce premier Tech Live dédié au domaine de l'éco-conception, dont le thème de cette soirée, c'est que votre application pollue plus que vous ne le pensez, agissez maintenant. Donc c'est une première partie et il y aura une deuxième partie, je vous en reparle rapidement, je vous en reparlerai à la fin de cette présentation. Il y aura une deuxième partie qui s'attardera plus sur un retour d'expérience de l'éco-conception dans le monde du numérique la semaine prochaine. Là, ça va être une introduction au concept d'éco-conception. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser par chat et on y répondra à la fin de la présentation. On refera une passe un peu sur les questions pour voir si vous en avez, pour essayer de répondre au mieux. Bien, je vais pouvoir commencer donc sur cette introduction aux grandes lignes de l'éco-conception dans le monde du numérique. Et donc, pour commencer, je vais quand même me présenter, pour que vous sachiez qui vous présente cette formation, cette présentation sur l'éco-conception aujourd'hui. Donc, je m'appelle Louis Pilavoine, j'ai 30 ans, je suis un expert technique dans le domaine du CRM, donc sur la technologie Cybele, et je suis aussi consultant numérique responsable. Initialement, moi, j'ai une formation d'ingénieur en mathématiques et mécanique, j'ai obtenu mon diplôme en 2017, et c'est en 2019 que j'ai effectué ma reconversion dans le monde de l'informatique via le CRM. Et puis en 2023, j'ai obtenu aussi 2 certifications numérique responsable qui m'ont permis de devenir consultant numérique responsable. Donc les certifications, ce sont les certificats de connaissances numérique responsable et conception responsable de services numériques, toutes les deux délivrées par l'Institut du numérique responsable et l'Université de La Rochelle. Et puis à côté, quand la journée de travail est terminée, moi je n'arrête pas de programmer puisque je développe des jeux vidéo sur mon temps libre. Et puis en ce moment, là, je fais pas mal de lectures un peu variées, la science-fiction, des classiques de la littérature, des essais sociologiques sur la nature, des choses un peu diversifiées. Et donc aujourd'hui, on va parler donc d'éco-conception. Je vais vous introduire les grands concepts, les grandes lignes de cet outil que vous pourrez ensuite appliquer dans vos quotidiens au travail et dans votre quotidien du travail. Donc on va suivre cette feuille de route-là. En un premier temps, on va se poser la question pourquoi l'éco-conception? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'éco-conception, c'est un outil incontournable, y compris dans le numérique? Ensuite, on va voir justement comment ça s'articule, l'éco-conception pour le monde du numérique. Dans un troisième temps, je vous proposerai des premières bonnes pratiques, des premiers conseils que vous pourrez commencer à appliquer au sein de vos projets, de vos entreprises, avant de terminer dans une conclusion avec une ouverture vers le monde un petit peu plus large du numérique responsable. Et je vous expliquerai rapidement la distinction qu'il y a entre le terme d'éco-conception et le numérique responsable. Alors pourquoi l'éco-conception? Dans l'éco-conception, il y a éco, et donc c'est le éco de écologie. Et donc forcément, quand aujourd'hui on parle d'écologie, on pense au grand défi de notre époque qui est le dérèglement climatique. Alors je vais passer rapidement dessus, on est tous assez au courant maintenant de ce phénomène-là et de pourquoi c'est un défi aussi important. Mais globalement, voilà, c'est un dérèglement planétaire qui a énormément de conséquences sur l'ensemble du globe, comme par exemple, là, je vous en ai mis quelques-unes, mais il y en a plein d'autres, des déplacements de population, des problèmes d'accès à l'eau, des événements climatiques extrêmes qui sont de plus en plus intenses et de plus en plus fréquents. Et donc, c'est pour ces raisons-là qu'on essaye d'aller réduire au maximum notre empreinte environnementale dans tous les domaines de notre vie, y compris dans le monde du numérique. Alors, si vous voulez approfondir un peu ces questions-là, je ne peux que vous conseiller de vous rapprocher, de vous renseigner sur la fresque du climat qui propose des formations d'une demi-journée dans les entreprises pour justement débroussailler toutes ces causes, toutes ces conséquences, car elles sont souvent bien plus nombreuses et bien plus complexes qu'on peut s'imaginer.
Bon, dans tout ça, on se dit, OK, il faut réduire notre empreinte environnementale, mais on peut se poser la question, mais quelle est l'empreinte environnementale du numérique? Parce qu'on a beaucoup l'image de quelque chose qui est très dématérialisé et donc de pas très tangible. Et bien malgré tout, le numérique, ça a quand même un impact non négligeable sur l'environnement. Là, je vous montre quelques chiffres, encore une fois, rapidement. Il y a beaucoup plus on pourrait passer plus de temps là-dessus, mais c'est pas forcément le but de cette présentation ce soir. En 2023, le numérique, ça représentait 3,4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et donc, j'ai mis un petit graphique à côté qui montre que c'est 2 fois plus que l'aviation civile, au niveau mondial encore, et aussi 5 à 6 fois plus que l'empreinte environnementale de la France, du pays entier. Donc, on a quand même une empreinte qui n'est pas négligeable. Voilà. D'autant plus qu'on observe une tendance à l'augmentation exponentielle de l'utilisation du numérique, puisque entre 2010 et 2023, on a multiplié par 15 le nombre d'équipements connectés dans le monde. Donc, on a une empreinte qui est là et qui continue que l'utilisation est de plus en plus importante du numérique puisqu'il s'invite partout dans nos vies. Et donc, le but, ça va être de réduire cette empreinte environnementale le plus possible. Alors, les grandes recommandations globales générales de réduction d'impact environnemental du numérique, c'est les suivantes. En premier lieu, c'est d'utiliser moins d'équipements. En deuxième lieu, c'est de conserver ces équipements plus longtemps. Et puis, à la fin, la troisième recommandation, ça va être d'arbitrer nos usages du numérique, donc pour utiliser finalement le numérique de manière raisonnée et, entre guillemets, juste ce qu'il faut, enlever au maximum le superflu. Ce qui est sous-jacent là-dedans, en fait, c'est de réduire au maximum les ressources nécessaires pour faire tourner nos services numériques et pour produire nos terminaux numériques. Voilà. Et juste un petit mot ici, je le mets, je veux juste mentionner rapidement la notion d'effet rebond. Aujourd'hui, on est dans un numérique qui est de plus en plus performant, puisque la technologie avance, mais l'effet rebond, justement, théorise le fait que plus une technologie est efficace, plus elle est utilisée, et donc en fait, l'augmentation de son utilisation vient compenser et vient même dépasser finalement la réduction d'impact que l'optimisation de la technologie a pu induire. Donc le but, c'est aussi voilà, de conserver les équipements plus longtemps, les utiliser moins d'équipements, pardon, et d'arbitrer nos usages pour éviter que l'efficacité grandissante du numérique ne soit compensée par une utilisation plus poussée. Donc le but, ça va être de réduire l'empreinte environnementale du numérique, et pour ça, on a un outil qui est formidable, qui est l'éco-conception. Alors, qu'est-ce que c'est l'éco-conception dans le monde du numérique? Alors déjà, qu'est-ce que c'est l'éco-conception? Globalement, l'éco-conception, c'est une démarche d'amélioration continue parce que la définition, c'est d'intégrer la protection de l'environnement dès la conception du service ou du produit, et ce, tout au long du cycle de vie. Donc, on va réduire les impacts environnementaux tout au long du cycle de vie du produit ou du service pour essayer d'avoir un impact le plus faible possible. Ce qui caractérise l'éco-conception, c'est que c'est une approche qui est multicritère, c'est-à-dire qu'elle va prendre en compte l'impact environnemental sur plein de critères différents et pas juste, par exemple, le bilan carbone, qui est lui donc un bilan monocritère. Ici, on va aussi prendre en compte l'épuisement des ressources, les consommations d'énergie, les rejets dans les milieux naturels, les effets sur la biodiversité, etc. Donc, on a vraiment une vision beaucoup plus globale de l'impact environnemental de notre service ou de notre produit. Et puis, comme je l'ai dit, c'est tout au long du cycle de vie qu'on intègre cette notion de protection de l'environnement. Donc, c'est aussi un outil qui est multi-étape. C'est une démarche qui est multi-étape, c'est-à-dire qu'on va donc vraiment regarder l'impact à toutes les étapes du cycle de vie. Et justement, le cycle de vie, je vais vous présenter ça à la fois pour les produits et les services. Qu'est-ce que c'est le cycle de vie d'un produit numérique? Donc ici, je présente quand même celui du produit numérique, même si on est au niveau même si c'est plus une présentation au niveau de l'éco-conception sur les services numériques, car c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à imaginer et à se représenter, et que ce cycle de vie se traduit bien pour aussi les services numériques. Donc pour un produit numérique, globalement, tout commence avec une extraction de matières premières. Ces matières premières, elles sont ensuite utilisées pour fabriquer le produit. Une fois que le produit est fabriqué, il est transporté, il est distribué, et puis il arrive chez vous, votre téléphone, votre ordinateur, et il est utilisé. Et puis une fois qu'il arrive en fin de vie, il peut prendre deux chemins. Il y a des bouts qui peuvent être revalorisés, et en quel cas, ils vont repartir dans un autre cycle de vie d'un autre produit. Et puis, il y a des parties qui terminent en fin de vie, ça produit donc des déchets électroniques qui ne sont pas revalorisés derrière. On a vraiment un déchet qui est produit à la fin de ce cycle de vie. Sachant que la valorisation, je glisse juste un mot là aussi là-dessus, aujourd'hui, les produits numériques, ils sont très peu recyclés
car on a beaucoup de mal à réextraire les matériaux qui ont été utilisés, notamment parce qu'ils sont utilisés en très petite quantité et sur des couches très fines. Donc, on n'a pas une valorisation qui est extrêmement importante au niveau des produits numériques, d'où l'intérêt de les conserver le plus longtemps possible et de les faire durer le plus longtemps possible. Et puis, de toute manière, la valorisation n'est jamais non plus un processus miracle où on pose notre téléphone sur un tapis, d'un seul coup, hop, on a tous les matériaux qui sont désunis et qui peuvent être réutilisés tels quels. C'est toujours un processus qui nécessite de l'énergie, de l'eau et qui a aussi un impact environnemental non négligeable. D'où le fait que, y compris dans le numérique, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc ça, c'est un cycle de vie d'un produit. Et en fait, on peut appliquer cette logique d'analyse multicritère à toutes ces étapes-là pour savoir que finalement, l'extraction des matières premières, c'est celle qui a le plus fort impact dans tel critère, la distribution dans tel autre critère, etc. Avec ça, ça nous permet en fait de déjà dégager les grandes pistes d'action pour obtenir la meilleure réduction d'impact environnemental, pour réduire au maximum l'impact environnemental tout au long du cycle de vie de notre produit. Et en fait, on peut utiliser le même raisonnement au niveau des services numériques. Alors forcément, on n'a pas les mêmes étapes, mais on retrouve cette même notion-là de cycle de vie. Pour un service numérique, que ce soit une application ou même juste une fonctionnalité, hein, ce cycle-là est le même. Tout commence donc par la bulle en jaune que vous voyez au-dessus, qui est la collecte des besoins et l'analyse de ces besoins. Donc, ça commence par collecter ces besoins-là, analyser un peu ces besoins-là. Et une fois que le besoin est mature et bien cadré, hop, on arrive dans la partie en vert, où on va avoir la conception finalement du service ou de la fonctionnalité. Une fois que celle-ci est conçue, on va passer à l'implémentation, on va programmer la solution, on va l'implémenter au sein de notre application. Puis elle va passer par des phases de test. Donc là, bien sûr, il peut y avoir des allers-retours un petit peu dans cette phase verte, mais une fois que toute cette conception, implémentation, intégration est effectuée, on a le déploiement de la fonctionnalité, donc elle arrive vraiment en phase finale. Et une fois qu'elle est déployée, on est dans une phase de maintenance. Le service numérique est dans une phase de maintenance. Et donc, de cette phase de maintenance, on retrouve cette notion de deux branches qui se séparent, puisque la phase de maintenance, on va trouver des anomalies à corriger, des évolutions à apporter, des choses à améliorer, qui vont conduire à une nouvelle étape d'un nouveau cycle de vie d'une nouvelle fonctionnalité ou d'une fonctionnalité existante, en repartant de collecte des besoins, conception, implémentation, etc. Et puis la maintenance, c'est aussi l'étape où on va se rendre compte qu'il y a certaines fonctionnalités qui ne sont plus utilisées, qu'on va donc décommissionner, qui vont partir en fin de vie. Et donc, à ce niveau-là, on peut aussi appliquer cette analyse du cycle de vie et donc cette analyse multicritère à toutes les étapes pour voir que finalement, telle étape est celle qui va avoir l'impact le plus fort sur tel critère environnemental. Donc, c'est vraiment ça, l'éco-conception, c'est de se dire, OK, on va regarder vraiment tout au long du cycle de vie du service numérique, quels sont les impacts et qu'est-ce qu'on peut faire du coup pour les améliorer, pour améliorer le global de manière la plus efficiente possible. Quelques bénéfices de l'éco-conception de manière générale, je passe assez rapidement aussi là-dessus. L'éco-conception, elle permet de créer de la valeur, puisque l'éco-conception, elle va s'inscrire dans des nouvelles attentes, à la fois au niveau des clients finaux, mais aussi des salariés de l'entreprise, des gens qui travaillent sur l'application. Et elle permet aussi d'anticiper des nouvelles contraintes qui vont arriver. Aujourd'hui, en France et en Europe, on a des législations qui commencent à être mises en place. Et le fait de les anticiper, ça permet de ne pas se retrouver au pied du mur, à devoir faire des choses en catastrophe pour répondre urgemment à une obligation légale. Et ça permet aussi du coup de développer des nouveaux marchés et de récupérer des nouveaux clients en intégrant ces nouvelles notions. C'est aussi une meilleure compétitivité, puisque l'éco-conception, c'est une force d'innovation. Et donc, ça permet à l'entreprise de mettre en avant son innovation, d'améliorer son image et aussi d'améliorer sa capacité d'adaptation aux différents aléas qu'elle peut rencontrer. Et puis, en bénéfice final, c'est aussi l'amélioration du chiffre d'affaires, puisque l'éco-conception, on va le voir par la suite, c'est aussi une opportunité pour vraiment améliorer la satisfaction client et donc, par la même occasion, le chiffre d'affaires, en plus d'améliorer l'empreinte environnementale de votre service ou de votre produit. Donc l'éco-conception, c'est donc ça, c'est donc vraiment étudier l'impact environnemental de chacune des étapes du cycle de vie de votre service pour essayer de le réduire au maximum. Alors,
ok, c'est bien, on veut faire ça, mais ça peut paraître un peu intimidant comme ça. Mais l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on a des outils qui vont permettre de vous guider là-dedans. Ce sont des référentiels. Je vous présente deux référentiels qui sont vraiment dédiés à l'éco-conception, dans le cadre du numérique et qui vont servir vraiment de guide pour vous aider à savoir quelles sont les pistes à explorer en premier, qu'est-ce qu'il faut améliorer en priorité, qu'est-ce qui est faisable et comment le faire. Voilà. Il en existe d'autres, là je vous présente le RGESN et le GR491. Il en existe d'autres, il y a par exemple les 115 bonnes pratiques d'éco-conception pour le web, mais ce sont souvent des référentiels plus spécialisés, là où ces deux référentiels-là sont vraiment adaptables à tout type de service numérique, que ce soit une application, un site web, un logiciel, un logiciel en local, une base de données, peu importe. Voilà. Hop, je vais vous présenter rapidement du coup comment ces référentiels fonctionnent. Vous allez voir qu'en plus l'avantage c'est que ces deux-là, ils sont complémentaires, ils fonctionnent de manière très similaire. Donc en fait, si vous savez en utiliser un, vous saurez utiliser l'autre. Et ils sont en plus assez aisés à utiliser. Alors, comment ces référentiels ils fonctionnent? En fait, ces référentiels ils sont découpés en grands domaines. Il y en a 8, il y a 8 domaines dans chacun des référentiels et qui vont en fait couvrir un peu tous les aspects finalement du service numérique. C'est-à-dire qu'il va y avoir un domaine qui va être la stratégie, un domaine qui va être l'architecture, un domaine qui va être sur l'UX/UI, un domaine qui va être sur le front-end, etc., etc. Et dans chacun de ces domaines, vous allez avoir des recommandations. Vous allez avoir une liste de recommandations et ces recommandations-là, elles ont toutes au minimum 4 informations qui y sont rattachées. C'est que pour chaque recommandation, on indique une priorité, pour savoir est-ce que la recommandation, c'est une recommandation qui est incontournable ou non. On indique aussi une difficulté pour permettre de plus facilement savoir quels sont les quick wins, savoir dans quelle direction aller pour rapidement faire un fort impact. Et elle propose aussi à la fois des moyens de mise en œuvre, mais aussi des moyens de contrôle. Donc en fait, en utilisant les référentiels, vous allez pouvoir savoir quel axe vous devez emprunter pour améliorer l'empreinte environnementale de votre produit, de votre service. Et en plus, vous savez si ça va être compliqué et comment mettre la recommandation en œuvre et comment la contrôler derrière pour s'assurer qu'elle est bien validée ou pas. Et donc les deux référentiels fonctionnent de cette manière-là. Et de toute manière, les référentiels d'éco-conception fonctionnent autour de ces recommandations par domaine avec à chaque fois une priorisation, une difficulté et des moyens de mise en œuvre et de contrôle. Alors, les points forts et les points faibles des deux référentiels que je vous ai montrés, voilà, histoire que vous puissiez un peu y voir un tout petit peu plus clair. Le RGESN, donc c'est le référentiel général d'éco-conception des services numériques. C'est un outil qui est mis à jour régulièrement, puisqu'il a été créé en 2022 par le gouvernement français en lien avec tout un panel d'experts. Et il a déjà été mis à jour en 2024. Donc il y a toujours des mises à jour qui sont un peu régulières, ce qui fait qu'il est, entre guillemets, toujours à la pointe de l'innovation. Et il est donc toujours à jour. Il existe aussi une version hors ligne, ce qui peut être pratique. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir accès au site internet du RGESN pour pouvoir vérifier toutes les recommandations que vous voulez appliquer à votre service. Et il propose aussi un outil d'évaluation, c'est un tableur Excel, qui existe aussi au format d'ailleurs LibreOffice, avec tous les domaines, toutes les recommandations, et vous pouvez indiquer pour chacune est-ce que la recommandation est validée, en cours, non validée, et derrière ça vous donne un score global finalement d'éco-conception de votre service. En point faible, c'est un référentiel qui a été créé donc, par le gouvernement français et il est donc uniquement en français. Donc si vous avez des équipes internationales ou si vous travaillez avec des clients à l'international, ça peut être un frein puisqu'il n'y a pas de traduction en anglais de toutes ces recommandations-là. Et un autre point faible de ce référentiel, c'est qu'il n'y a pas de filtre aisé. Vous ne pouvez pas filtrer facilement pour n'avoir par exemple que les recommandations incontournables ou que les incontournables et rapides à mettre en œuvre. Donc vous pouvez pas forcément, vous devez parcourir tout le référentiel pour trouver les axes prioritaires à suivre. Le GR491, donc lui, a été créé par l'Institut du numérique responsable. Donc il est plus large que le RGESN, tout simplement parce que c'est un guide de conception responsable de services numériques. Et donc, qui dit conception responsable, en fait, on est dans la branche numérique responsable et en fait, on vient taper plus large que juste l'impact environnemental du numérique. Donc, il propose plus de recommandations. On est à 79 recommandations pour le RGESN et on est à plus de 500 pour le GR491.
Il existe en version anglaise, donc là pour le coup, vous pouvez aussi l'utiliser, y compris dans les équipes plus internationales, et il y a un filtrage qui est beaucoup plus facile. C'est-à-dire que vous allez sur le site GR491, vous tapez GR491 en moteur de recherche, vous allez tomber dessus, et vous pouvez immédiatement avoir uniquement les recommandations incontournables de tous les domaines qui vont sortir, et ça vous donne déjà les grandes pistes à vérifier, à valider, avant d'aller encore approfondir encore améliorer votre service. Pour information, le GR491, en fait, il est plus large parce qu'il se base aussi sur les objectifs de développement durable qui ont été émis à l'ONU. Donc, il a une palette un peu plus large que juste l'impact environnemental. En point faible, il n'y a pas de version hors ligne. Donc là, vous êtes obligé d'avoir accès à Internet pour vérifier tous vos critères. Il n'y a pas non plus d'outils d'évaluation clé en main comme peut y avoir sur les RGESN. Donc, ce sera à vous de le fabriquer si vous voulez si vous voulez avoir un score final de conception responsable. Et puis, il y a des mises à jour qui sont moins fréquentes. Globalement, c'est aux utilisateurs d'aller remonter les points à l'Institut du numérique responsable pour leur demander de mettre à jour telle ou telle partie, demander d'approfondir telle ou telle recommandation. Mais les deux sont très utiles et peuvent être tout à fait utilisés pour n'importe quel service numérique, et ils vous apporteront des grands guides tout à fait fiables. Voilà, donc ça, c'était un peu les grandes lignes de l'éco-conception de manière générale au niveau des services numériques. Et maintenant, je vais vous présenter quelques bonnes pratiques que vous pouvez déjà commencer à noter pour approfondir sur vos propres projets, vos propres applications et même vos propres entreprises, pourquoi pas. Alors, l'éco-conception, ça a des impacts qui sont plus ou moins forts en fonction de l'étape à laquelle on applique ces notions d'éco-conception. Là, je vous présente ici la réduction des impacts qui sont possibles avec l'éco-conception en fonction de trois grandes étapes du cycle de vie du service numérique. Et en fait, on voit que 65% de la réduction des impacts va avoir lieu, est possible en tout cas, dès l'étape de conception fonctionnelle et technique. Donc c'est vraiment l'étape primordiale si vous voulez réduire l'impact environnemental de votre service. C'est au niveau de la conception fonctionnelle et technique que vous pouvez faire le maximum, le plus de réduction. C'est vraiment cette étape-là qui est primordiale. Ensuite, c'est l'architecture. L'architecture, elle a une vingtaine de pourcents. Et puis la partie développement, qui est la dernière, qui a une quinzaine de pourcents, 10-15%. Les chiffres que je vous présente ici, ils peuvent varier un petit peu d'une étude à l'autre en fonction des modes de calcul, etc. Mais les ordres de grandeur restent toujours les mêmes. On a vraiment un bien plus fort impact, une bien plus forte réduction des impacts, pardon, qui a lieu dès la phase de conception fonctionnelle et technique. En fait, là, la question qu'il faut se poser, c'est qu'on réfléchit d'abord sur l'usage et la fonctionnalité, donc on est vraiment au niveau de la conception fonctionnelle ici. On va ensuite, une fois qu'on a réfléchi bien sur l'usage, on a bien réduit au maximum les impacts dessus, on va travailler sur le parcours utilisateur et l'expérience utilisateur. Ensuite, on va arriver à la partie architecture en choisissant une architecture technique qui va être adaptée aux besoins. Et ensuite, on va aussi choisir des technologies adaptées et optimiser au maximum, dans la partie développement, pour réduire les derniers pourcents de notre impact environnemental. Donc, comment ça se passe globalement? Je vais parcourir avec vous les trois étapes dont je viens de vous parler, et derrière, on va ajouter en fait, en plus de cette étape-là, une étape de mesure qui va permettre de faire cette boucle-là, tout simplement parce que sans mesure, on ne peut pas savoir si ce qu'on fait fonctionne réellement ou pas, et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer encore, quels autres axes on peut prendre par la suite. Au niveau de la conception, voilà, je vous présente d'autres chiffres. Alors là, encore une fois, c'est les ordres de grandeur qui sont importants. C'est des chiffres qui proviennent d'une étude pour estimer les pourcentages de fonctionnalités d'un logiciel qui sont plus ou moins utilisés. Et ce qui en est sorti de cette étude-là, c'est qu'on a une cinquantaine de pourcents, alors entre 40 et 60% globalement, des fonctionnalités qui sont très rarement utilisées. C'est-à-dire que, si on regarde ici, il y a moins de 5% d'utilisation de cette fonctionnalité. Il y a aussi une vingtaine de pourcents de fonctionnalités qui ne sont jamais utilisées, et le reste sont des fonctionnalités qui sont effectivement utilisées par les utilisateurs du logiciel. Donc en fait, avec ça, on voit bien qu'il y a beaucoup de fonctionnalités qui existent encore dans les logiciels et qui ne sont pas utilisées, et donc qui ne servent entre guillemets pas, et qui ont un impact alors qu'elles servent très peu au final par rapport au reste du logiciel.
fait, là, ce qui est derrière ces notions de pourcentage d'utilisation des fonctionnalités, c'est une notion d'obésiciel, c'est-à-dire ces logiciels qui peuvent faire mille et une choses, mais dont personne ne se sert, entre guillemets. Tout le monde va utiliser une ou deux fonctionnalités principales du logiciel, et très peu vont utiliser l'ensemble des possibilités du logiciel. On se retrouve avec des logiciels très lourds qui couvrent énormément de besoins, enfin, qui couvrent énormément de possibilités en tout cas, mais qui ne sont jamais utilisés. Et donc ça prend de la place, ça prend des ressources, entre guillemets, pour rien. Alors comment on évite ça? Eh bien, on évite ça lorsqu'au niveau de la phase de conception, on se pose la question, la règle des 3 U. Il faut que ce que l'on conçoive respecte cette règle-là, c'est-à-dire qu'il faut que la fonctionnalité ou le service soit utile, utilisable et utilisé. Donc utile, donc ça veut dire qu'il faut que ce qu'on est en train de concevoir se base sur un besoin réel d'utilisateur. Et donc là, en fait, ça montre que l'éco-conception est quelque chose qui marche bien avec la méthodologie agile. Parce que la méthodologie agile, c'est le principe sur lequel les équipes vont travailler dans une démarche utilisateur avec notamment des user stories. Et donc se base sur des besoins réels d'utilisateurs bien documentés, bien cadrés, pour s'assurer que justement la fonctionnalité qu'on met en place ou le service qu'on met en place est bel et bien utile. Utilisable, il faut pour ça que la fonctionnalité qu'on est en train de développer soit utilisable par l'utilisateur. Et donc là, c'est les retours, les tests utilisateurs qui vont permettre de confirmer ou non si ce qu'on est en train de développer, c'est agréable, simple, efficace, et que ça sert, que c'est donc vu comme utilisable par les utilisateurs finaux. Et il faut que donc cette fonctionnalité ou ce service soit utilisé. Donc voilà, il y a des indicateurs de mesure qui peuvent être mis en place pour savoir si effectivement cette partie de votre application est bel et bien utilisée par les utilisateurs finaux. Globalement, ce qu'il faut se dire, c'est que si on a un des 3 U qui n'est pas respecté, il y a un problème au niveau de la conception et on peut faire une amélioration de cette fonctionnalité ou de ce service pour que les 3 U soient respectés. Typiquement, si vous faites une fonctionnalité qui est très utile, mais qui va mettre 1 minute à répondre à chaque fois que votre utilisateur va cliquer sur un bouton, il va mettre 1 minute à répondre, très rapidement, les utilisateurs ne chercheront plus à cliquer sur ce bouton-là. Et donc, c'est une fonctionnalité qui aura beau être utile, qui se basera peut-être sur un besoin réel des utilisateurs, mais qui ne sera pas utilisable parce qu'elle n'est tout simplement pas efficace et pas agréable à utiliser. Donc la notion de la règle des 3 U, elle est quand même assez centrale au niveau de la conception des services numériques, et en s'assurant de ça, déjà, on va réduire grandement l'impact environnemental de notre service, puisqu'on va vraiment faire quelque chose réduit au maximum. On fait vraiment que ce qui est utile, que ce qui sert, et de manière agréable. Voilà, donc d'autres petites pistes, penser compatibilité avec le vieux matériel, parce que quelqu'un qui a un matériel un peu plus ancien ne pourra pas forcément utiliser votre service si ce n'est pas compatible avec son terminal. Réfléchir aux données à stocker. Encore une fois, on ne stocke que ce qui est utile et on ne stocke pas tout au cas où. Savoir réutiliser l'existant, etc. En fait, l'éco-conception, on est vraiment dans une démarche d'efficience et de frugalité. Donc, on cherche à adopter une posture de sobriété. Donc, on prend, encore une fois, on ne garde, entre guillemets, que ce qui est nécessaire. Au niveau de l'architecture, donc une fois qu'on a fait la conception, on a bien réduit notre besoin au maximum, on a bien conçu notre service pour qu'il réponde juste aux besoins comme il faut, se pose la question de l'architecture. Alors l'architecture, c'est un domaine qui d'ailleurs est un peu plus global, c'est pas juste votre service numérique à vous. Le grand intérêt de l'architecture, c'est qu'en général, ça se base sur une stratégie globale au niveau de votre organisation, et qu'il y a donc une grande stratégie basée sur la réduction de l'empreinte environnementale qui va ensuite être appliquée aux différentes couches de l'entreprise et aux différentes couches du projet par les différents types d'architectes. Ensuite, il faut que votre architecture elle soit adaptée aux besoins. Voilà, c'est encore une fois, on est dans cette logique de réduire au maximum les ressources pour ne garder que ce qui est nécessaire. Ça ne sert à rien d'avoir des serveurs qui sont surdimensionnés alors qu'il y aura 3 personnes qui vont utiliser votre application. Et puis, on va optimiser les ressources une fois qu'on a déterminé la taille nécessaire et le type d'architecture. On va optimiser les ressources au maximum, par exemple avec des virtualisations de machines pour ne garder qu'un serveur physique pour plusieurs serveurs virtuels, éteindre les volumes de données qui sont non utilisés, ce genre de choses. Et puis, il y a aussi la possibilité de se renseigner sur les serveurs qui sont utilisés, les data centers qui sont utilisés. Aujourd'hui, il y a pas mal de labels qui commencent à se mettre en place pour justement garantir que l'impact environnemental de votre serveur, de votre architecture sera la plus réduite possible.
Et puis, une fois qu'on a fait l'architecture de ce service-là, on peut arriver à la partie développement. Alors, c'est un peu parfois celle où on s'imagine le plus quand on parle d'éco-conception, on imagine tout de suite la notion de green coding. Mais je rappelle encore une fois que le développement, c'est là où vous avez le moins d'impact, où la réduction en tout cas de l'impact est la plus faible par rapport aux 2 étapes précédentes. Et donc là, le but, ça va être déjà de partir sur une technologie adaptée. Alors là, je vous présente, il y a un petit tableau de comparatif d'efficacité des principaux langages de programmation qu'il y a quelques années, mais qui montre qu'en fait, tous les langages ont un impact différent sur l'énergie utilisée, le temps nécessaire pour résoudre, pour s'exécuter et la mémoire qui est nécessaire pour exécuter les programmes. Donc, il y a des langages qui vont être plus adaptés que d'autres en fonction de ce que vous voulez faire. Le but ici, c'est pas de dire qu'il faut que tout soit codé en C, parce qu'il serait tout en haut de la pile. Il faut aussi faire les choses de manière intelligente et se dire, choisir le langage de programmation en fonction des ressources qui sont disponibles. Si vous n'avez personne qui sait faire du C de manière efficace, et que vous choisissez de partir sur une application qui est codée en C ou en Pascal ou en Rust, les développeurs ne sauront pas exploiter ces langages à leur juste valeur et vont finir par avoir un impact environnemental qui sera plus important que si vous avez utilisé les bons développeurs Java qui savent faire de manière optimisée, qui savent programmer de manière optimisée et donc utiliser tous les outils à leur disposition. Et puis ensuite, au niveau du développement, c'est respecter les bonnes pratiques de manière générale. Donc c'est assez facile d'appliquer l'éco-conception au niveau du développement des services parce que c'est limiter les requêtes, que ce soit des requêtes HTTP ou des requêtes en base de données au maximum, optimiser toutes les requêtes qui restent et même de manière générale optimiser le code que l'on produit, réutiliser l'existant, ne pas réinventer la roue, etc. Donc on est vraiment dans juste respecter les bonnes pratiques au maximum et c'est ça qui va faire que la partie développement aura un impact le plus faible possible. Voilà. Globalement, ce qu'il faut se dire, c'est que l'éco-conception au niveau développement, le but c'est d'avoir un code qui est facile à maintenir et facile à décommissionner. Donc, en respectant les bonnes pratiques, on va baisser l'empreinte environnementale de cette étape-là. Et donc, le but de l'éco-conception, dans sa démarche d'amélioration continue, qui s'applique à toutes les étapes du cycle de vie de mon service, c'est d'ajouter une brique de mesure. Donc là, on va avoir des retours utilisateurs, pour savoir est-ce que ce qu'on fait, qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Et puis, on va utiliser aussi des outils de mesure. Là, je vous en présente un qui est l'éco-index. Alors, l'éco-index, ça permet d'avoir, vous voyez, une petite note qui ressemble aux mesures énergétiques des maisons ou des machines à laver, ce genre de choses. Et ça vous donne une note en disant, bah voilà, on est sur la bonne voie, mais il y a encore des améliorations qui sont possibles. C'est un bon point de départ, d'autant plus qu'il propose aussi des premières pistes techniques en vous disant, bah, vous pourriez compresser telle image, vous pourriez éviter de charger trop de données à ce moment-là. Et l'éco-index, c'est une mesure qui se fait sur une page web. Voilà. Bon, après, vous pouvez mettre plusieurs pages web, tourner l'éco-index sur plusieurs pages web différentes, mais il ne va vous donner qu'une note sur une page à la fois. Il y a d'autres outils qui existent qui font même aujourd'hui des analyses de cycle de vie sur tout un service. Notamment, il y a un outil qui est un peu simplifié, mais qui est sorti en coopération entre une ESN et l'ADEME, qui s'appelle mon ACV numérique, qui propose un peu justement de faire une première analyse de cycle de vie pour vous dire ben voilà, quelles sont les pistes à suivre. Et dans les outils qui existent, ben justement, il y en a un qui a été fait par Clanic, par la Digital Foundry de Clanic, qui est donc un éco-score du parc applicatif d'un des clients de l'entreprise et qui vous propose voilà, des notes. Pareil, donc encore une fois, on retrouve un peu cette notation A, B, C, D, E, F, G avec des couleurs au niveau de l'impact de votre parc applicatif sur les data centers. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur le projet, il y a une vidéo qui est disponible pour vous présenter un petit peu plus cette chose-là. Ici, l'idée, c'est de vous dire qu'il y a des solutions de mesure de plus en plus qui commencent à arriver sur le marché, qui sont disponibles et qui vont vous permettre aussi de vous accompagner dans la mise en place de l'éco-conception sur vos applications et sur vos services numériques. Voilà, globalement, donc l'éco-conception, voilà un peu, je vous ai fait un petit tour rapide, introductif, hein, bien sûr, ce sont des notions que vous pourrez approfondir par la suite et je vais vous donner quelques ressources, d'ailleurs dans quelques minutes, je vais vous donner quelques ressources pour vous permettre d'approfondir déjà un peu ces notions-là. Donc l'éco-conception, voilà, je rappelle, le but c'est de limiter l'impact environnemental de votre produit, de votre service.
C'est aussi de pérenniser les bonnes pratiques. Alors, encore une fois, en mettant en place des bonnes pratiques au sein de cette démarche d'amélioration continue, vous réduisez l'impact environnemental de votre service et des prochains qui vont arriver. Et puis, c'est une meilleure maîtrise du cycle de vie. Donc, l'éco-conception, c'est vraiment l'impact environnemental du numérique. Et en fait, lorsqu'on fait la transition vers le numérique responsable, on ajoute une deuxième brique qui est l'impact social du numérique. Voilà. Donc là, au sein du numérique responsable, on ne va pas juste se contenter de l'impact environnemental, on va aussi se poser des questions d'accessibilité du numérique, des notions d'éthique aussi. Donc ça, c'est des choses qui sont très bien détaillées dans le GR 491. Ces aspects justement plus sociaux. C'est aussi promouvoir des bonnes pratiques au quotidien. Globalement, c'est aussi changer un petit peu les mentalités et les habitudes de tout un chacun pour essayer de réduire au maximum notre empreinte environnementale du numérique de manière générale. Et puis le but du numérique responsable, c'est aussi de rendre le numérique plus durable, plus résilient, pour qu'il puisse affronter les défis de l'avenir. Quelques ressources, si vous voulez approfondir ces notions-là, d'éco-conception et de manière générale de numérique responsable. Il y a 2 MOOC qui sont disponibles, alors gratuits, ce sont des cours en ligne qui sont ouverts à tous. Il y a un MOOC de l'INRIA qui est sur les impacts environnementaux du numérique, qui vous propose en fait, qui vous présente un peu plus en détail l'impact du numérique sur l'environnement, mais qui vous propose aussi des bonnes pratiques pour votre quotidien, pour votre utilisation personnelle du numérique. Il y a un MOOC qui est proposé par l'Institut du numérique responsable et qui d'ailleurs qui peut vous ouvrir sur lequel vous pouvez obtenir une certification, qui est la certification de connaissance numérique responsable. Et puis la page du collectif Green IT qui propose plein de ressources, plein d'outils pour essayer de prendre conscience de l'impact environnemental du numérique et comment le réduire. Alors bien sûr, ici je vous ai parlé que de la part du numérique dans l'impact environnemental. Ça reste une part du problème. Le numérique responsable, c'est aussi une porte ouverte vers un truc encore plus large qui est d'essayer de changer de manière plus globale nos comportements pour minimiser la totalité de notre empreinte environnementale à tous. Voilà qui conclut cette présentation de l'éco-conception de services numériques. Si vous avez des questions, c'est le moment où on va y répondre. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de questions. Si c'est clair pour tout le monde, j'espère que ça vous aura donné des bonnes premières impressions. Ça vous donnera envie d'explorer un petit peu le monde de l'éco-conception et de voir qu'est-ce que vous pourrez mettre en place au sein de vos projets avec tous les bénéfices que ça peut vous apporter à la fois au niveau de votre application, de votre projet même et même au niveau de l'entreprise de manière plus générale. Très bien. Bon. Alors donc du coup, si cette présentation vous donne envie d'en savoir plus sur l'éco-conception, eh bien ça tombe bien. La semaine prochaine, le 19 mars 2025, il y a une deuxième partie, un deuxième Tech Live qui vous proposera plus un retour d'expérience, voilà, de la théorie à la réalité, retour d'expérience sur les défis d'un projet de migration avec ces notions d'éco-conception. Donc c'est un REX d'une migration d'une application vers le cloud avec revue de l'architecture. Et donc c'est Amine Ayadi qui vous présentera ça, donc Tech Lead et Product Manager, pour vous présenter un petit peu des retours d'expérience un peu concrets finalement de l'éco-conception. Et vous avez le lien qui s'affiche dans le chat si vous souhaitez vous inscrire dès maintenant. Donc, merci à tous merci à tous d'avoir assisté à cette présentation. J'espère que ça vous a plu et je vous encourage à continuer d'explorer toutes ces notions d'éco-conception
qui sont des domaines vastes et toujours en évolution, qui vous permettront en plus voilà, de parfaire vos connaissances et d'apporter un nouveau regard finalement, une nouvelle expertise sur le monde du numérique de manière générale. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée à tous.